Vraiment, il ne peut plus mourir pour vous. Parce que j'ai essayé de mourir pour vous. Et quand j'étais en difficulté, j'ai vu comment vous avez réagi. Donc mieux, chacun se libère. Oui, que chacun se libère. Il a compris. Mais moi, j'avais compris ça depuis. Parce que quand je pose la question, Ernest Wandji est mort quand il ne me connaissait pas. Et que moi, je ne peux pas mourir pour quelqu'un ici. Impossible. C'est le sauveur qui va mourir pour vous, pas moi. Impossible. La seule personne qui doit mourir pour vous, c'est vous-même. Il n'y a pas une autre personne. Donc, ce qui fait donc en sorte que c'est débile sur le plan stratégique de dire qu'on va aller mourir pour le peuple, pour le patriotisme, contre les importations. Non, c'est débile. Par contre, il y a quelque chose que nous pouvons faire et qui aura un impact direct sur la vie de n'importe qui ici. Cette chose, c'est l'argent. C'est l'argent. Est-ce qu'il y a des étudiants dans la salle qui désormais est le plus efficace? C'est pour ça que tous les peuples du monde luttent pour avoir plus d'argent, pour avoir le pouvoir économique, pour s'imposer sur le plan économique, sur le plan financier. Parce que c'est le seul moyen d'imposer aux autres. Que ce soit sur le plan macroéconomique ou sur le plan microéconomique. Hein, parce que regardez dans vos familles, quand vous n'avez pas d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde ici connaît le nom par cœur des plus riches de la famille. Tout le monde connaît le nom. J'ai mon oncle, il s'appelle Tonton Pascal. Il vit à Loncac, il est milliardaire. Il y a mon oncle tel, il s'appelle Tang, il vit à Tang, il est milliardaire. Il vit à Bafoussam, il est milliardaire. Mais ceux qui sont pauvres, on les oublie très rapidement. Car mon cousin là, il fait même quoi maintenant? Il est où? Il est encore au pays. On l'a oublié parce qu'il est pauvre. Les pauvres n'ont pas le droit à la parole. Les pauvres ont toujours tort. Les pauvres doivent se taire quand on parle. Les pauvres sont toujours marginalisés. Même à l'église, les pauvres sont marginalisés. La preuve, c'est que les pauvres sont assis derrière à l'église. Dans plusieurs églises que je connais, on classe les chaises en fonction des contributions que les gens donnent. Je n'ai pas seulement envie de citer ces églises. À l'église, le prêtre va faire une intention de prière pour rien en donnant le nom de quelqu'un. Vraiment, est-ce qu'on peut applaudir pour monsieur tel? C'est grâce à lui que nous avons pu construire le presbytère. Est-ce qu'on peut applaudir? Vous voyez que même à l'église, il y a la discrimination due à l'argent. Il y a la discrimination. Parce qu'il a donné plus d'argent à la quête. Parce qu'il a subventionné, par exemple, la construction d'un immeuble de l'église. Alors que vous, le pauvre, si vous partez voir le prêtre, vous dites que vraiment, je dois voyager, j'ai besoin des intentions de prière, on va dire que c'est payant. Oui, c'est payant. Moi, j'étais servant de messe pendant plus de 10 ans. Les intentions de prière, c'est payant. On paye pour les intentions de prière. Et autant d'intentions, autant de paiements. Oui, on paye. Vous voyez que c'est gratuit. Quand vous suivez à la fin de la messe, on dit que tel machin, c'est payant. Oui. Vous voyez que le pauvre attend même devant le Seigneur. Donc il faut lutter, il faut se battre pour ne pas être pauvre, dans tous les sens du terme. Quand il dit pauvre, c'est sur le plan intellectuel, pauvre sur le plan des relations, pauvre sur le plan de son lobbying, pauvre sur le plan matériel, pauvre sur le plan financier. C'est tout ça. Parce qu'en fait, pauvre sur le plan de la richesse matérielle, j'appelle ça la métastase de la pauvreté. C'est la dernière étape. Donc, on a déjà été pauvre sur le plan intellectuel, pauvre sur le plan moral, pauvre sur le plan psychologique, pauvre sur le plan culturel, pauvre sur le plan spirituel. C'est tout à fait naturel que la conséquence, ce soit une pauvreté multifactorielle, y compris financière. Et il faut éviter ça. Parce que vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est frustrant d'être dans une société où vous n'avez aucun mot à dire. Même dans votre famille. Vous êtes l'aîné, mais vous n'avez rien à dire. Le petit frère, c'est lui qu'on écoute. Quand on fait une réunion, tu es déjà là, on dit qu'on attend le petit frère. Alors qu'il est en retard, on dit que la réunion c'est 15h. Tu es venu à 14h30.
Le petit frère appelle à 16 h pour dire que je suis encore dans une réunion, là, patienter. On patiente. Toi-même, tu patientes. Quand tu te fâches, que dis donc, il vient toujours en retard. On dit que, mais et ça fait quoi si ça ne te plaît pas? Pas! On attend, on va faire la réunion avec lui. Tu dis, c'est l'aîné, mais tu es l'aîné, ça fait quoi? Ça fait quoi? Tu n'as pas d'argent. Et c'est là où tu te rappelles que l'argent, c'est important. Parce que ce que je dis là, quand je vais couper la partie, je vais mettre sur Internet. Les gens vont m'insulter alors qu'ils plaident pour eux. Ils plaident pour eux. Mais eux, ils viennent m'insulter. Moi, ils m'en fous. C'est vous qui vivez ça dans vos familles. Moi, je ne suis pas dans votre famille. Mais je sais ce qui va se passer. Est-ce que ça veut dire qu'il faut devenir riche? La richesse, elle est subjective. Elle est subjective. Chacun a sa définition de la richesse en fonction de son patrimoine génétique, de l'environnement dans lequel il a grandi et de ses connaissances. Être riche, ce n'est pas être Elon Musk. Non, pour moi, ce n'est pas ça. Le simple fait de comprendre que dans mon pays, il y a tel problème, j'ai pu apporter une solution à ce problème, même pour 5 personnes, c'est une forme de richesse. Parce que la preuve, c'est que vous avez créé de la richesse. Vous créez des emplois. Vous développez un secteur d'activité. Vous vous épanouissez avec vos compétences, avec votre talent. C'est une richesse. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un talent qui ne nous sert à rien. Qui ne sert à rien à personne, même pas à eux-mêmes. Donc la richesse, ce n'est pas seulement d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Non. C'est aussi une forme de richesse, mais ce n'est pas la seule. Donc, travaillez sur votre richesse. Développez votre richesse. Développez votre mindset. Transformez vos compétences en argent, en relationnel, en réseau, en communauté. Et c'est parce que ce n'est pas possible de le faire seul que nous avons donc créé la Startup Academy. Pour qu'ensemble, entre personnes folles, nous puissions réaliser des choses folles. Pour que vous ne soyez pas un incompris dans votre famille, un incompris dans votre classe, un incompris dans votre société qui ne comprend pas ce que vous êtes en train de faire, mais que vous puissiez rejoindre une famille de personnes incomprises comme vous, parfois plus que vous, pour que quand vous parliez de votre projet, ça n'étonne personne, puisque les autres ont des projets plus fous que tes projets. Et quand tu vas parler de ça dans ta famille, on va te dire, le major est salarié, tu dis que tu vas créer quoi? Arrête la sorcellerie, fais ton CV, je vais t'envoyer dans une entreprise, là tu déposes. Chaque fois que tu parles de projet, on dit que tu as encore écouté une vidéo de Claudel, n'est-ce pas? Il t'avait dit d'arrêter avec ça, non? Ça arrive régulièrement. Hein. Je reçois des gens qui m'écrivent pour me dire que mon grand frère a dit que je ne dois plus jamais venir ici. Il y a même un qui était ici dimanche, qui disait que mon frère m'a interdit de venir ici. J'ai seulement eu la tête dure pour venir. Il m'a dit que je ne dois plus écouter ces vidéos, que je dois aller travailler, étudier. C'est pour dire que c'est un fait. Donc, c'est donc ça la Startup Academy globalement.